Bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce conseil communal du 25 avril 2022. Avant de commencer cette séance du conseil communal, comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup de personnes à excuser. Je commencerai tout d'abord par Madame Béatrice Poyen qui est absente. Et aujourd'hui, vu l'absence de Guy et vu l'absence de Michel Boulanger et de Guy Adam, c'est Pascaline Closset qui fera office de directrice générale faisant fonction. Bienvenue à vous. Alors, je dois excuser l'absence, Jean Chaumont, absent ce soir, et Alexandre Douister. Dimitri n'est pas là pour l'instant, mais il est au conseil d'administration des Heures Claires et il vient de téléphoner comme quoi il sera légèrement en retard. Donc voilà. Et Marc Ancion, oui, qui est malade également, donc il est absent aujourd'hui. Donc ça fait assez bien d'absence. Alors, au point 11 de l'ordre du jour, c'est le rapport d'activité 2021 de la Commission locale pour l'énergie du CPAS, une prise de connaissance. Noël, je te passe la parole. Donc, il s'agit d'un rapport qui doit être communiqué chaque année au conseil communal. Et ce rapport reprend le nombre de saisines de la clé, c'est-à-dire le nombre de fois où le CPS a reçu des avis du gestionnaire de réseau nous informant de clients en défaut de paiement. Donc, la commission locale de l'énergie se compose de 3 représentants: le travail social s'occupant de l'évidence énergétique, le gestionnaire du réseau RESA, un représentant du conseil, ici en l'occurrence c'est moi. Donc la réunion se réunit à la demande du GRD, du gestionnaire de réseau, ou du client qui n'est plus en statut protégé, c'est-à-dire avec un compteur à budget, et qui ne l'a plus alimenté depuis 6 mois. Donc cette commission a pour rôle de statuer sur le maintien au nom de la fourniture minimale garantie. Et pour cette année 2021, il y a eu 9 saisines de la clé. 7 ont été annulées car une solution a pu être trouvée pour régulariser la situation, qui est en généralement le cas grâce à notre travailleuse sociale. Et 2 clés ont été déclenchées avec confirmation de la perte de qualité de clients protégés. Il s'agit d'une prise de connaissance. Le point numéro 2, c'est les comptes budgétaires, bilan compte de résultats et annexes de l'exercice 2021 du CPAS. Noël, je te repasse la parole pour le compte du CPAS. Donc le résultat budgétaire ordinaire de l'exercice est en boni de 179 526 €. À l'exercice propre, le résultat présente un boni de 191 526 €, ce qui n'était plus arrivé depuis 2015. Résultat sous fond de crise Covid et inondation, évidemment, avec des subventions octroyées par le ministère de l'Intégration sociale et de la région Wallonne pour y faire face. Alors, au 31 décembre 2021, les fonds de réserve s'élevaient à 6 404 € à l'ordinaire et à 16,91 € à l'extraordinaire. Comment expliquer ce résultat du service ordinaire? Tout d'abord, comme depuis de nombreuses années, des dépenses en matière de personnel qui sont maîtrisées avec une augmentation de 2,6%, des dépenses en matière de fonctionnement qui ont augmenté de 12%, mais qui s'expliquent notamment par l'augmentation des ventes de repas à domicile de plus de 21%, soit une augmentation de 22 000 € par rapport à l'exercice 2020, au cours duquel on avait déjà enregistré une augmentation de 3%. Donc la vente des repas à domicile a décollé avec le Covid et ça se maintient, la progression est constante. Donc il y a des dépenses qui augmentent, mais il y a des recettes aussi en l'air, donc les gens payent quand même leur repas. Donc il y a des dépenses de transfert qui elles ont diminué de 12,2%. Une des raisons principales est la dépense en matière de revenus d'intégration 2021 qui a atteint 517 429 € en 2021, soit 51 554 € en moins que l'année dernière. C'est une diminution de 9%. Et on peut dire que tous les derniers exercices, il y avait une augmentation progressive. Un autre élément à relever, c'est qu'il y a eu moins d'insertion socio-professionnelle, une diminution de 13,7% pour le traitement des personnes engagées dans le cadre de l'article 60, alors que 13 personnes ont bénéficié de ce dispositif contre 11 en 2020. Je
me permet de préciser le nombre de personnes qui ont pu, bénéficier de l'article 60, parce que si le nombre de jours prestés en total est, moins élevé, il y a quand même eu 13 personnes. Donc il y a un accompagnement qui prend énormément de temps par notre agent d'insertion. Des aides sociales en diminution de 226 324 € contre 238 891. Diminution qui s'explique notamment par l'utilisation des fonds de réserve spéciaux obtenus et que l'on a prioritairement utilisés avant d'en accorder sur fonds propres. Donc toutes les aides qui étaient liées aux inondations et Covid, et si on pouvait les justifier, on s'est servi de ces fonds-là en priorité, alors qu'on aurait pu peut-être aider ces personnes avec d'autres formes d'aide sociale. Donc il y a également l'enregistrement d'un déficit comme les années précédentes en matière d'initiative locale d'accueil, donc 25 000 € pour nos 6 places pour les demandeurs de protection internationale. La suppression de la plupart des actions sociales habituelles à la suite du prolongement de la crise Covid. Nous n'avons pas pris des risques non maîtrisés en termes de sécurité. Alors le montant de l'intervention communale qui s'élève à 905 544 €, alors qu'il avait été augmenté de 171 000 € lors de l'élaboration du budget 2021. Donc lorsqu'on élabore le budget, on se calque toujours sur l'exercice précédent. Il y a également une augmentation du montant du fonds spécial de l'aide sociale de 14 246 € et qui s'élève à 71 199 €. La plupart des actions sociales n'ont pas eu lieu, excepté la reprise timide des cours de Gilles Salah par le dernier. Il y avait une demande quand même importante des personnes qui fréquentaient ces cours. Et en octobre, on a décidé de les réactiver, mais il y a moins de participants qu'auparavant. Au service extraordinaire, on retrouve le produit estimé de la vente des terrains du CPS, soit 420 000 €. Des acquisitions importantes de matériel informatique et logiciel pour un montant de 34 000 €, couvertes partiellement par des subsides, pour un montant de 13 750 €. Une dépense de 4 500 € pour l'acquisition de la Kangoo, donc c'est le véhicule de dépannage du CPS, une dépense obligatoire afin de pouvoir préserver ce service pour ceux qui ont besoin ponctuellement d'être véhiculés, que ce soit pour des courses ou pour des rendez-vous médicaux. Donc pour rappel, la convention avec la société Visiocom a pris fin en août 2021 et la prospection lancée par la société IDEA ayant remporté le marché n'a pas réussi à trouver un nombre de sponsors suffisant dans le délai imparti. Apparemment, ça va se régulariser sur 2022. Donc ceci, c'est la présentation du compte. Donc ici, le Conseil d'aujourd'hui doit décider d'approuver le compte budgétaire du CPS, se clôturant respectivement au service ordinaire en résultat de 179 873 € et au service extraordinaire pour un résultat de 15 093 €. Le bilan du CPS pour l'exercice 2021, pour le total s'élève à 684 158 €. Le compte de résultat dégage un boni d'exploitation de 195 699 € et un boni de l'exercice de 205 969 €. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, on va commencer par Didier peut-être. Je n'ai pas de remarques. Nous allons faire comme nos conseillers au conseil du CPS. On va tenir. Vincent, une question. C'est la même chose pour nous par rapport à nos conseillers de l'action sociale, on s'abstiendra. Ok, on peut passer au vote s'il vous plaît. Abstention. 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 Oui. 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 Et oui. Merci. Merci Madame la Présidente. Le point suivant. Arrêt du compte communal de l'exercice 2021, bilan compte de résultats, décision. Là, Eric, je te passe la parole. Oui. Je ne voulais pas vous le dire, mais je ne sais pas si vous avez remarqué dans la synthèse analytique, il y a une petite citation de Corneille du site. En fait, c'est un clin d'œil de notre directeur financier qui va partir à la retraite et qui rédigeait son dernier compte. Voilà pourquoi il a inséré une petite blague dedans. Je ne voulais pas en parler, mais je sais que quelqu'un était au courant. Voilà. J'avais fait pareil pour le compte du CPS. Ouais. Enfin, ceci étant dit, pour le compte 2021 au service ordinaire, c'est-à-dire les dépenses et la recette courante,
Il se clôture, se compte avec un boni de 835 663 euros. Et si on y ajoute les résultats des exercices antérieurs et si on y enlève les prélèvements financiers, l'extraordinaire, eh bien le boni global est de 1 635 372 euros. Alors, c'est peut-être intéressant de relever quelques variations par rapport à l'exercice 2020. En ce qui concerne les recettes, on constate des augmentations de 188 000 euros pour le fonds des communes, de 132 000 euros pour l'IPP et 163 000 euros pour la vente de bois, de 16 000 euros pour les subventions pour l'enseignement, 4 000 euros pour les taxes sur les véhicules automobiles, donc ça c'est toujours des recettes en plus, 15 000 euros pour les concessions au cimetière, et alors deux augmentations mais à nuancer, c'est 23 000 euros pour la contribution des parents pour la petite enfance et 9 000 euros pour la contribution des parents pour l'accueil extrascolaire. Pourquoi faut-il nuancer? Parce qu'en 2020 on était en période Covid et il y a eu des fermetures d'activités, vous le savez bien, c'est pour ça qu'en 2020 c'était exceptionnellement bas. Quelques petits commentaires. Si l'IPP, l'impôt sur les personnes physiques, augmente par rapport à 2020, c'est en réalité une diminution de 178 121 euros par rapport au montant qui était budgétisé. Si on ajoute une diminution de 224 000 euros pour le PRI par rapport à ce qui était budgétisé lors de la réalisation du budget 2021, eh bien, en fait, on a une diminution de recettes pour les additionnels de 402 000 euros. Oui. Alors, il faut remarquer que, également, et c'est important pour les chiffres globaux, c'est que suite aux inondations, suite à la crise Covid, nous avons reçu de la région wallonne et du fédéral des aides pour 898 980 euros. Ah, j'y ai ajouté les 3 000 euros de Nollet dedans. Je vous dis tout nouveau. Donc, je dis bien 898 000 euros. Je rappelle que le bonus de l'exercice propre est de 835 000 euros. Ce qui signifie que sans ces aides-là, nous aurions été en déficit. Pour l'exercice propre, pas pour le global, pour l'exercice propre. Et pourquoi? Ben justement parce qu'on a eu ces recettes en moins de l'IPP et du PRI, tout en sachant qu'on en récupérera probablement une partie, mais dire combien, on ne saurait pas le dire, nous, pour le moment. Il faut noter également que si les recettes des ventes de bois augmentent pour atteindre 411 788 euros, mais nous sommes encore loin des recettes de 2018 qui étaient de 820 000 euros, tout en sachant qu'en 2018, 820 000 euros, à l'heure actuelle, avec l'inflation et l'indexation, ben, ça devrait être beaucoup plus que 820 000 euros. Donc on est encore loin du compte au niveau des recettes du bois. En ce qui concerne les dépenses maintenant, elles augmentent. 428 000 euros pour les dépenses de personnel. C'est récurrent, c'est quasi chaque année que ça augmente, mais ici, c'est vraiment une augmentation importante. Il y a eu évidemment les indexations des salaires, il y a eu les cotisations de responsabilisation, le deuxième pilier de pension, mais aussi l'augmentation du nombre d'agents, puisque nous sommes passés de 100 équivalents temps plein à 114. 66 000 euros d'augmentation de dépenses dans les transferts vers la zone de secours, 6 400 euros d'augmentation pour la dotation à la zone de police et 171 000 euros, Madame la Présidente nous l'a dit tout à l'heure, pour l'intervention pour le CDS. Quant aux diminutions des dépenses, là, on fait de réels efforts dans les frais de fonctionnement puisque les dépenses ont diminué de 56 000 euros.
globalement, hein, avec des postes qui augmentent et des postes qui diminuent, mais globalement de 56 000 euros. Voilà pour quelques chiffres. D'autres chiffres intéressants dans ce compte-là, c'est la charge de la dette pour 2021 était de 691 111 euros pour un encours de 4 804 000 euros. Il est à noter, vous l'avez probablement remarqué, que le cash flow est très bon, puisqu'il est de 1 622 000 euros, et que le ratio de couverture des emprunts est aussi très bon, 2,5. Il faut savoir que quand c'est au-dessus de 1, et plus on s'éloigne de 1, ça veut dire que plus on peut faire de dette sans devoir augmenter nos recettes ou diminuer nos dépenses. Remarquons que si la situation est positive, hein, c'est assez positif. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi qu'au 31 décembre, la situation de trésorerie était de 5 600 000 euros à peu près. Donc la situation est positive, mais vous l'avez vu, hein, l'exercice propre, c'est pas toujours facile d'être à l'équilibre. Et ça demande une gestion rigoureuse, surtout pour l'avenir. En effet, vous savez que l'inflation actuelle est importante et qu'on ne prévoit pas une inflation plus faible pour l'avenir, en tout cas immédiat. Ça nous augure de nouvelles augmentations de dépenses de personnel avec les annexes. Un coût plus important au niveau des travaux, puisque vous savez que le prix des matériaux devient de plus en plus élevé. Évidemment, ça se répercute sur les budgets. Et des augmentations importantes aussi au niveau du prix de l'énergie. On n'apprendrait ça à personne. Bref, la plus grande prudence reste de mise. Ça, c'est pour le service ordinaire, pour le fonctionnement, je vais dire, de tous les jours de la commune. Pour l'extraordinaire, c'est-à-dire ce qui concerne les investissements, les recettes sont de 3 731 695 euros et les dépenses, quand je dis dépenses, je parle des engagements, ça ne veut pas dire que tout a été payé, mais on s'est engagé à faire ces dépenses-là, de 5 17 511 euros, ce qui donne un déficit de 1 285 815 euros. Comme chaque année, c'est en déficit parce que les fonds d'emprunt ne sont mis à disposition que dans le courant de l'exercice 2022, voire après. Mais vous savez, c'est chaque année la même chose. Relevons quelques investissements principaux, je ne les cite pas tous, mais il y a eu des acquisitions de matériel informatique pour l'administration pour 72 121 euros. Déplacement de panneaux photovoltaïques sur divers bâtiments communaux, écoles, etc., pour 137 952 euros. Des travaux de voirie pour 178 000 euros. Des achats de camionnettes et machines pour 73 000 euros. Des remplacements de luminaires pour l'éclairage public par des LED pour 158 800 euros. Des réfections de voiries forestières pour 27 000 euros, divers investissements pour les écoles de 19 700 euros, des travaux à la crèche de Tiège 15 300 euros et des achats de terrain pour 62 637 euros. Et enfin, pour conclure, pour terminer, sachez que le fonds de réserve extraordinaire était au 31/12 de 1 046 000 euros et que le fonds de réserve ordinaire de 200 000 euros. Voilà, rapidement brosser la situation des comptes 2021 de la commune. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques. Vincent, on va commencer par toi. Non, je note ce que tu disais, Eric, par rapport à l'IPP, au tassement. J'imagine aussi que c'est dû par rapport à peut-être aux rentrées que certains habitants de la commune n'ont pas eu, et que donc ça a certainement pesé dans la balance. Alors, la diminution. C'est très difficile à dire, on le saura un peu plus tard, puisque il y a toujours un solde qui est versé par après, mais je pense effectivement qu'il y aura un impact
de la crise Covid là-dessus. Effectivement, tout à fait. Tu as cité aussi la vente de bois qui n'a pas encore atteint son seuil, mais son niveau dans le temps, mais on peut se réjouir que cela augmente. On a noté aussi la subvention très importante de la région wallonne dans le cadre des inondations, qui a été plus que, importante aussi, 800 000 plus 1000. Les dépenses de personnel qui sont ce qu'elles sont, mais qui coûtent énormément également à la commune. Et évidemment, le fait que ce soit le compte, c'est une image qui est donnée par l'administration par rapport au budget que vous aviez présenté à l'époque. En tout cas, sauf si mes collègues ont quelque chose d'autre à dire, on votera pour une abstention sur ce point. Didier. Vous l'avez dit, les additionnels au précompte immobilier, on a obtenu moins que ce qui était budgété. Je comprends bien que pour l'additionnel à l'IPP, là, s'il y a eu moins d'activité économique et moins de rentrée financière pour les habitants, ça a peut-être fait baisser les revenus d'impôt, mais pour le précompte immobilier, je me demande pourquoi est-ce qu'il y a une explication, ou est-ce que c'est aussi une technique qu'il y a un solde qui viendra par après? C'est assez complexe. Moi, je crois qu'il y a quand même un petit effet du Covid pour certaines raisons relativement complexes. Mais je pense qu'on va aussi encore avoir un solde à propos de ce PRI-là. Ça ne nous échappera pas que si l'IPP c'est le fédéral, le PRI dorénavant c'est la région wallonne. Oui. Et donc les fonctionnements ne sont pas les mêmes. Il faut voir aussi la vitesse de l'enrôlement qui a été fait par ces voies supérieures. Donc je pense que c'est un peu tout pour tirer des conclusions sur ces additionnels, mais on espère s'approcher des 400 000 € qui nous doivent théoriquement encore. Oui, j'ai vu qu'on a aussi budgétisé plus ou moins la même chose, mais un peu plus pour 2022. Oui, tout à fait. Ah, mais c'est pas nous qui choisissons. Hein. Les montants au budget c'est des montants qui nous sont communiqués par le SPF et par la région wallonne. Donc on n'a pas le choix. On doit inscrire dans le budget les montants pour les additionnels, en tout cas qui nous sont donnés. On a vu au moment des régularisations. Sinon, pour le reste, c'est surtout technique, c'est le compte de l'année 2021. Donc, on va passer à une remarque particulière. Bien, ok, on peut passer au vote du compte, s'il vous plaît. Abstention. 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 Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, c'est l'accueil temps libre, désignation d'un membre suppléant de la première composante de la commission communale de l'accueil à l'enfance. Éric, il y a au moins Ben, je pense que c'est à vous qui proposez. oui, c'est à vous de désigner. Maintenant, moi je suis devenu effectif, donc c'est au groupe choisir de désigner le suppléant. Et donc Luc se propose comme suppléant. Suppléant aussi. Eh bien voilà, on va prendre notre. Je ne sais pas si on doit voter ça. On va le voter? Il me semble qu'on doit voter. Oui. Allez, on va le voter. D'abord voter, puis ce soit voté. Vous êtes d'accord qu'on ne vote pas un vote secret? Oui. Si on vote ensemble. Ben, parce qu'on est obligé de le faire. D'accord. Maintenant, nous allons passer au vote. Oui. 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 Et oui. Le point suivant, c'est l'Assemblée générale ordinaire de l'intercommunale IMIO du 28 juin 2022 sur l'approbation des points de l'ordre du jour. Y a-t-il des remarques sur les points de l'ordre du jour? Peut-on approuver les points de l'ordre du jour? Donc on peut passer au vote, s'il vous plaît? Oui. 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 Et oui. Le point suivant de l'ordre du jour, nous avons aujourd'hui à l'ordre du jour de ce conseil communal 2 interpellations citoyennes. Ah ben voilà Dimitri. Bon, je t'avais excusé. Merci, Michel.
Nous avons aujourd'hui à l'ordre du jour 2 interpellations citoyennes. Et la première interpellation citoyenne que nous avons ici maintenant, c'est celle de Madame Anne Francelet. Donc si Madame Francelet veut bien venir ici devant l'Assemblée pour présenter son interpellation. Voilà, je vous en prie. Monsieur le bourgmestre, mesdames et messieurs les échevins, mesdames et messieurs les conseillers, mesdames et messieurs du public, je représente aujourd'hui les personnes qui ont décidé de signer les courriers en version papier ou en version en ligne. Voici les copies. Je vais arrêter juste qu'il comme ça. Ok, ça va, je vais remettre Pascaline, on va modifier dans le rapport, merci. L'ancienne maison communale de Sarlespa nécessite des travaux de mise en conformité du bâtiment aux normes incendies des accès PMR, des travaux d'isolation pour diminuer la facture énergétique et des travaux pour améliorer les conditions de travail du personnel. Est-il pour autant nécessaire de démolir complètement le bâtiment à l'exception des façades avant? Nous demandons que l'enveloppe du bâtiment soit conservée dans son ensemble, en ce compris la toiture et ses cheminées. Dans le respect du patrimoine et de l'histoire du village, nous voulons conserver la salle du conseil ou salle des mariages et l'escalier qui y mène. Nous proposons que l'intérieur des ailes gauche et droite soit démoli dans le respect de la conservation des éléments précisés. La charte de l'urbanisme préconise que les matériaux choisis respectent la tradition ardennaise ou éventuellement herbienne selon le bâti environnant, c'est-à-dire qu'à défaut de la pierre, la brique rustique peut être utilisée. Une combinaison de ces types de parements peut s'avérer intéressante si elle est bien équilibrée. De même qu'une association pierre-bois ou brique-bois à condition de se limiter à 2 matériaux différents. Le crépi blanc ne correspond pas à ce critère, les façades étant en pierre de taille brique, avec la reconstruction en enduit clair et bois, cela ferait 4 matériaux différents. Concernant les ouvertures, ce document dit: la maison traditionnelle se caractérise par des ouvertures à dominante verticale. Cette caractéristique verticale des ouvertures sera davantage encore respectée lors d'une restauration. Le projet présente des bandeaux de fenêtres horizontaux. Selon la cartographie de la commune, l'ancienne administration communale est en zone d'habitat protégé. Même si cette charte concerne avant tout les habitations de type unifamilial, nous craignons que le projet ne crée un précédent et que le cœur du village perde l'authenticité qu'elle a pu conserver à travers le temps. Par ailleurs, nous avons des craintes au niveau de la sécurité des usagers après la fermeture de la Grande Rue et de la rue François Michoul pendant les travaux. La circulation rue Bata risque d'être exponentielle. La rue ne possède pas de trottoir. Le même constat est fait pour Priesville, le tiers du Vivier ou la rue Massa, qui resteront les seuls accès à la place. Les craintes concernent aussi le calendrier des travaux. En effet, la démolition étant prévue à l'automne, les murs des caves et fondations ainsi que l'intérieur des murs des façades vont être soumis aux intempéries, à la pluie et au gel. Le secteur de la construction est d'ailleurs à l'arrêt pendant certaines périodes. Le risque que l'eau infiltrée ne gèle et ne déstabilise ce qui reste du bâtiment nous fait craindre que celui-ci ne soit irrémédiablement perdu. Ne serait-il pas judicieux de déplacer le début des travaux au printemps afin que le chantier soit en gros œuvre fermée pour la période hivernale qui suit? Nous aimerions avoir une information précise sur le budget cumulé de l'entretien du crépi après 5, 10 et 20 ans. Ce budget devrait être ajouté aux 2,8 millions annoncés lors du conseil communal du mois de février. Nous aimerions aussi que le collège communal rencontre les citoyens pour discuter de manière constructive des travaux et de leurs conséquences sur la vie du centre du village pendant les 2 ans minimum que dureront les travaux. Accès au commerce, vie sociale, culturelle, accès à la plaine de jeux, déménagement de la bibliothèque, etc. Voilà, merci. Bon, ben, je vais vous répondre. La question qui apparaît vraiment, est-il pour autant nécessaire de démolir complètement le bâtiment à l'exception des façades avant? Alors là, je vais vous répondre que oui. Oui, mais je vais justifier pourquoi. Tout d'abord, il faut savoir que la rénovation du bâtiment de l'ancienne maison communale de Serres est un chantier gigantesque.
C'est un dossier que mes prédécesseurs, depuis très très longtemps, laissent de côté. Parce que le budget pour faire ces travaux est énorme. Jusqu'à présent, je pense qu'aucune majorité n'a voulu s'en charger, parce que ça fait quand même peur d'entreprendre des travaux dans un bâtiment pareil. Et il fut une époque où même on allait abandonner la destination du bâtiment à la vocation du CPAS pour construire un nouveau CPAS dans une prairie. Donc le bâtiment, je ne sais pas ce qu'il serait devenu, je n'en sais rien. Ça n'a plus jamais été discuté, on n'a jamais été très loin parce que le projet a été abandonné. Enfin, abandonné, une nouvelle construction d'un nouveau CPS a été abandonnée. Par la suite, juste après cet événement, la majorité en place ne voulait même pas entreprendre des travaux dans le bâtiment du CPS, à tel point qu'ils ont passé un bail amphithéotique avec le CPAS qui devait se charger de la rénovation du bâtiment du CPAS. Or, donc de l'ancienne maison communale de Sarre. Or, ce chantier est tellement énorme, comme je l'ai déjà dit, on ne s'y est pas attaqué non plus. Maintenant, on arrive dans, je ne vais pas dire une position de non-retour, parce que c'est un petit peu exagéré, mais depuis des dizaines et des dizaines d'années, on reporte, on ne veut pas faire des travaux. Maintenant, ici, nous, on l'avait annoncé dans nos programmes, on voulait absolument la rénovation de ce bâtiment, avant qu'il ne se délabre ou qu'il ne tombe carrément, parce qu'il faut s'imaginer ce qu'il y a à l'intérieur, ça fait peur quand on y va. Et il faut savoir que des personnes y travaillent tous les jours. Hein. Franchement, ce n'est pas si simple que ça. Alors maintenant, quand on reconstruit un bâtiment comme ça, il faut savoir, voilà, on avait peut-être la possibilité de soit de faire une transformation complète, ce que l'on fait, soit de faire une rénovation. Mais il faut savoir que maintenant, la région wallonne impose des normes aux services publics, je ne parle pas aux services des privés, aux services publics, des normes énergétiques incroyables. Hein. Je vous dis que nous autres, pour transformer ce bâtiment, on est obligé de pratiquement construire un bâtiment quasi zéro énergie. Hein. Donc le bâtiment, oui, c'est un bâtiment qui va rien consommer au niveau énergie, pratiquement pas, très très peu. Or, si on avait dû maintenir toute l'enveloppe extérieure du bâtiment, je ne dis pas que c'était impossible, parce que ce serait trop facile de le dire, mais je veux dire que les normes techniques auraient tellement été compliquées que ça aurait été vraiment très très important. Donc, raison pour laquelle on a décidé de garder les façades, les belles façades à l'avant. À l'arrière, il n'y a rien de plus moche que l'arrière de la maison du CPS, où il y a de l'ancienne maison communale, où il n'y a absolument rien. Donc ça, c'était déjà pour les normes techniques. Deuxièmement, dans ce bâtiment, il y a des contraintes structurelles très importantes. Il faut savoir, parce qu'on en parle, il y a la présence de 4 cages d'escalier dans le bâtiment. Et ce sont des escaliers balancés, c'est-à-dire que, techniquement, ce sont des escaliers qui sont fixés dans les murs. Donc, les détruire, très compliqué. Et il y en a 4. Enfin, ne pas les détruire, très compliqué. Il faut maintenir une structure. Et également, une particularité de la maison communale de Sarre, c'est qu'il y a énormément de niveaux différents. On est peut-être à 3-4 niveaux différents à l'intérieur du bâtiment. Donc, y réaliser des travaux pour un accès PMR. Hein. Je répète, maintenant, on est obligé d'avoir des accès PMR partout, avec des niveaux comme ça, 3-4 niveaux différents à différents étages. Allez, je ne vais pas dire que c'est impossible, encore une fois, on pourrait le faire. Alors, pour revenir sur ces escaliers, parce que, personnellement, je sais que vous le savez, j'ai toujours dit que j'aimais bien ces escaliers. Et je vais vous donner des informations sur cet escalier. Si on avait voulu garder un escalier, supposons qu'on voudrait garder un escalier, ce serait déjà compliqué parce que ça fait partie d'un ensemble de cages d'escalier qui sont comprises dans des murs, donc très compliqué. Il faudrait d'abord maintenir 3/4 de l'enveloppe en place, sinon on ne peut pas y maintenir un escalier. Peut-être la raison pour laquelle vous demandez qu'on garde l'enveloppe complète, je n'en sais rien, si c'est une information que vous connaissiez ou pas. Mais supposons, allez, je vais dire supposons que l'on garde les 3/4 de l'enveloppe. Il faudrait encore que l'on demande une dérogation particulière pour pouvoir conserver un escalier dans un bâtiment qu'on rénove, en escalier en bois. Pourquoi? Non, je ne vais pas dire pourquoi maintenant. Je vais dire,
Et cette dérogation pourrait être obtenue. Mais il faudrait démontrer que cet escalier a un caractère particulier, c'est-à-dire qu'il représente quelque chose au niveau du patrimoine de la commune de Genève. Or, les escaliers, on n'a aucun inscrit dans le petit patrimoine exceptionnel de la commune de Genève. Donc ça, c'est déjà une deuxième chose. Supposons maintenant qu'on regarde les 3/4 de l'enveloppe, qu'on arrive à obtenir une dérogation pour conserver l'escalier. Eh bien, les services incendies, ça je peux le confirmer à 100%, exigeraient une mesure compensatoire parce qu'on a gardé un escalier en bois à l'intérieur du bâtiment. C'est-à-dire qu'on devrait réaliser un escalier extérieur métallique sur un des pignons des façades pour une évacuation du personnel du CPS qui travaillerait à l'étage et qui serait encore dans les combos également. Donc, magnifique, on aurait gardé un escalier en bois dans le bâtiment, mais on aura un bel escalier sur tout le pignon de la façade du bâtiment de l'ancienne maison communale de Sarre, qui pour l'instant n'en a pas, je vous signale. Mais qui en a eu. Autorobo. Ah, oui, mais c'est pas le débat. on ne peut pas, je vous explique. Donc voilà, on ne peut pas s'engager dans des systèmes pareils pour un escalier. En plus, vous nous demandez de maintenir une salle de mariage à l'étage, donc les gens empruntent cet escalier. Moi, je peux vous dire que je fais des mariages dans cette maison communale, je suis presque gêné quand je vois des personnes âgées qui arrivent à la maison communale et qui restent en bas, qui ne vont même pas voir le mariage de leurs petits-enfants parce qu'ils ne savent pas monter les escaliers. Alors vous allez me dire, oui, il suffit de faire un ascenseur. Oui, mais un ascenseur comment? Sans rien détruire à l'intérieur, regardons, impossible. Et c'est absolument impossible. Et de plus, maintenir une salle de mariage à l'étage n'a aucun sens. Parce que ce qu'on a privilégié, nous autres, dans l'aménagement de l'ancienne maison communale de Sarre, c'est créer tout un service qui va appartenir entièrement à l'étage au CPS, avec tous les bureaux du CPS, et qui seront accessibles pas par n'importe qui, n'importe quand. C'est vraiment les personnes qui travaillent au niveau du CPS qui vont pouvoir avoir accès à cet étage. Parce qu'on va y maintenir une salle de mariage, mais au rez-de-chaussée. Mais cette salle de mariage, elle ne va pas servir qu'au mariage. Ce sera une salle qui va servir à des réunions, qui va servir un petit peu partout. Donc vous allez avoir un accès extérieur. Les personnes viendront dans l'administration communale et pourront faire des réunions dans cette salle qui sera destinée à la population jalettoise. Ça, ce ne sera pas que pour les Sartois. Celui qui aura envie de louer cette salle pour y faire quelque chose, une réunion ou l'autre, sans aucun problème. Donc elle sera au rez-de-chaussée qui sera bien canalisée. Les gens ne monteront pas à l'étage et se retrouver dans les services du CPS pour aller y faire une réunion. Donc, une autre raison encore pour laquelle on ne peut pas faire ce genre de choses. Alors, vous nous dites également au niveau des matériaux utilisés. Alors, j'ai bien entendu, on nous reproche qu'on va avoir peut-être des pignons qui vont être en blanc et l'arrière de la maison communale en blanc. Il faut savoir que par le passé, les murs étaient comme ça, traités en général avec un enduit blanc. Très souvent dans les campagnes, toutes les fermes et les anciens bâtiments étaient avec cet enduit, c'était un mélange de sable, de gravier, de terre, et qui avait un rôle de protection contre l'humidité et contre le gel. Je vais vous remettre deux photos ici que j'ai. Je vais vous les remettre après, comme ça vous les aurez. Avec une photo qui est avant la guerre 40-45, où on voit une charrette avec un cheval. Et vous avez la maison communale ici en blanc, donc c'est la rue François Michoul. Donc on nous reproche de peut-être refaire du neuf et d'essayer de respecter la tradition, mais voilà, elle était blanche. Ici j'ai une autre photo de la maison communale, l'arrière de la maison communale, avec la façade arrière de la maison communale qui est blanche. Ça date des années après la guerre, 46, 47, donc la bouche était blanche. Oui, je vais essayer de terminer. Alors, ici, je vais vous dire quand même quelque chose aussi, c'est que dans ce bâtiment, on y maintient la salle, on va reconstruire une nouvelle maison commune.
communal en y maintenant une salle de mariage accessible au plein air. On y maintient un service à la population. On y maintient les services du CPAS. On y maintient la poste avec un distributeur de billets. On y maintient la banque alimentaire. Et on y intègre la boutique de seconde main et un atelier pour des activités pour les personnes du CPAS. Ben moi, je ne sais pas ce qu'on aurait pu faire de plus. Parce que, honnêtement, je ne sais pas s'il y a beaucoup de communes où les gens peuvent décider, tiens, moi je vais aller me marier, par exemple, je vais prendre la commune de Tours, je vais aller me marier à Jostert, je vais aller me marier avec vous, je vais aller me marier à Polleur. Non, tout est centralisé dans une seule maison communale. Ici, on a décidé de maintenir un service à la population. On maintient les façades. On nous demande de maintenir des cheminées. Je ne sais pas, moi je ne suis jamais tombé amoureux des cheminées sur un toit. Je ne sais pas si quelqu'un pourrait imaginer combien de cheminées il y a sur le toit de la maison communale, mais franchement, c'est à ces endroits-là qu'il y a le plus gros problème qui puisse arriver sur une toiture, ça arrive au niveau des cheminées. Ça n'arrive pas parce qu'il y a des infiltrations d'eau, etc. Donc on refait une toute nouvelle toiture qui va être équipée de panneaux photovoltaïques avec un bâtiment pratiquement zéro énergie. Alors vous parlez de la sécurité. Là, la sécurité au niveau des travaux, il faut savoir qu'il y a une entreprise qui a désigné pendant les travaux pour surveiller la sécurité du chantier, aussi bien pour les travailleurs que pour le public, que pour les personnes, etc. Donc, on n'est pas encore à ce stade complet des rapports de sécurité avec ce qu'on va faire exactement. Et la date du début des travaux, elle n'est pas encore fixée aujourd'hui à une date bien précise. Donc ça, nous verrons quand ça commencera. Mais il faut bien à un moment donné qu'on prépare le déménagement des services du CPS. Et de toute façon, ils déménageront, le CPS s'est fixé, tous les services déménageront, et puis on attendra le début des travaux. Parce qu'on ne fait pas comme ça un déménagement d'un service de CPS en 15 jours, 3 semaines, 1 mois, ça se prépare longtemps à l'avance, et ça doit se faire dans des bonnes conditions, et il y a le déménagement aussi de la bibliothèque de Sarre qui se fera à l'école communale de Sarre. Donc, je crois, je sais pas, moi je suis abasourdi quand j'entends qu'on vient vous péter parce qu'on va maintenir tout ça à la maison communale de Sarre. Voilà, je n'ai pas d'autre chose à dire, sinon Noël, tu peux rajouter quelque chose. Oui. Par rapport aux ardoises, on a eu la chance d'avoir la société Michoul qui travaillait sur la maison de Beaufort début janvier et qui a remarqué que 2 ardoises étaient détachées et qui allaient juste au-dessus de la porte de la poste. Nous avons proposé une intervention en urgence qui nous a coûté 135 € pour la sécurité des personnes qui vont à la poste. Donc je les remercie. J'en profite. Donc, je pense que la sécurité, elle est déjà menacée, ne fût-ce que par les archives de Sarre, où il n'y a plus de structure portante, et on voit qu'il y a un affaissement juste au-dessus de la bibliothèque. Donc voilà. Donc, vous avez 2 minutes pour... Oui, juste la sécurité, c'était plus dans les rues d'accès, c'était pas concernant le chantier, c'était vraiment... C'était à ce niveau-là, c'était pas par rapport au chantier, et par rapport au crépi, c'est pas du tout la couleur qui pose, c'est vraiment le question crépi, mais non, franchement, parce qu'ils deviennent tous verts, et donc ça c'était vraiment une de nos craintes par rapport, et c'est pas le blanc, c'est qu'il soit gris ou il y a un problème au niveau du crépi, et quand je fais le tour du village, c'est vrai que, voilà, c'est une question que je me pose par rapport à l'entretien, à terme, dans les 5, 10 et 20 ans, du fait de l'utilisation du crépi. C'était juste, c'était pas par rapport à la couleur, donc c'était juste ça que je voulais remettre. Et la sécurité, c'était pas par rapport au chantier, parce que je sais que ça va être suivi, c'était par rapport aux accès pour aller à la place. Donc c'était juste pour... Ce sera réalisé. Mais si je reporte, voilà, les avis des gens qui craignaient au niveau de la circulation, etc. Donc, je corrigeais juste la question. Ça va. Ça va? Ok, merci. Mais je vais vous mettre de nouvelles photos avec mes couleurs blanches. Vous les avez déjà? Ah, ben voilà. Nous avons une deuxième interpellation citoyenne. Donc, je vais mettre de côté celle-là.
Donc c'est l'interpellation de M. Guy Dolin-Robin. On vous invite à venir Merci de m'accueillir. présenter votre interpellation. Vous y aller? Oui. Le chrono est lancé. Donc au printemps 2020, un habitant du Voyer, qui d'ailleurs m'accompagne ce jour, a interpellé par mail la commune concernant le danger pour les usagers faibles se déplaçant dans notre beau hameau de Voyer. La commune lui a répondu très rapidement en date du 27 avril 2020, j'ai le courrier ici, et ce courrier mentionnait que la commune allait procéder au placement de radars préventifs et demander un avis au SPOE Mobilité sur les aménagements apportés. Résidant moi-même depuis maintenant 8 ans dans le Voyer, j'ai immédiatement été surpris de ne pas y retrouver la sécurité que j'avais connue les 30 années précédentes lorsque je résidais rue François Michoul, rue qui avait bien évolué puisque c'était un raccourci vers le centre du village et la commune avait mis en place des casse-vitesses et ça avait totalement changé la morphologie de la rue. Bien entendu, nous connaissons l'argument de la ligne de bus dans notre rue et une rue n'est pas l'autre, mais nous restons persuadés qu'il existe des solutions. En parallèle à cela, j'ai pu entendre un nombre important de témoignages alarmants de voisins par rapport à la situation dans le Voyer, dont un autre voisin qui m'accompagne ici, qui a carrément été agressé par un automobiliste, simplement parce qu'il lui demandait de ralentir. La quasi-totalité des ménages résidant au Voyer, dont je fais partie, ont alors appuyé la demande initiale de notre voisin et fait parvenir à la commune un courrier en ces termes. Nous, sous-signés et domiciliés à Voyer, avons constaté que la configuration actuelle de la rue du Voyer présente un danger réel pour les usagers. Nous souhaiterions que la commune de Gelée étudie les diverses possibilités d'améliorer la sécurité des usagers de la rue du Voyer et de limiter le passage des véhicules de transit. Nous souhaiterions également être tenus informés des conclusions et actions qui seront entreprises à ce sujet. En octobre de la même année, soit 6 mois plus tard, nous apprenons indirectement via la presse, via un article de Vers l'avenir que j'avais joué à ma demande, l'échec de la mobilité et de la sécurité routière a confirmé l'installation de panneaux de priorité et la réalisation des marquages au sol. Une enquête fut menée à 3 endroits différents. Dans ce rapport sont sortis plusieurs aménagements, comme la confection de 2 quais aux arrêts de bus qui feraient une sorte de chicane, précise-t-il. D'autres marquages routiers plus spécifiques pourront être réalisés par une société. Le placement d'un radar préventif est toujours prévu. En revanche, nous n'avons pas encore le retour de la police. Ces différents aménagements devraient figurer au budget 2021. Il est bien évident qu'il est nécessaire de faire quelque chose à cet endroit et tout sera réalisé conformément au rapport SPOE. Les attentes des citoyens devraient être rencontrées. Chacun est bien entendu sensible aux difficultés rencontrées par la commune pour mettre en œuvre ses promesses lors de l'exercice 2021. On a connu le Covid et les inondations. Mais force est de constater que nous sommes maintenant en 2022 et que les radars préventifs promis n'ont jamais été placés et que 2, l'information ou la concertation souhaitée par les habitants ne leur est jamais parvenue et les travaux n'ont toujours pas été entamés. Se sentant oubliés et n'imaginant pas un printemps de plus dans l'insécurité pour nos enfants, parents et grands-parents, cyclistes et usagers en général, en toute logique, mes questions, qui pour la plupart appelleront une réponse succincte, sont les suivantes. Concernant spécifiquement les radars préventifs, le courrier d'avril 2020 confirme que le collège a décidé de les placer, puis en octobre 2020, on a finalement être en attente du retour de la police. 2 ans plus tard, quel est le point de blocage à leur mise en œuvre? Je sais toutes mes questions, vous y répondrez. Pouvez-vous confirmer avoir bien reçu le rapport du SPOE Mobilité? Le cas échéant, quels sont les travaux recommandés dans ce rapport? 3e question, le rapport du SPOE ainsi que les plans d'aménagement projetés par la commune peuvent être communiqués. 4e question, les travaux projetés respectent-ils strictement l'ensemble des recommandations émises dans le rapport SPOE? Dans la négative, quels sont les travaux qui ne seront pas mis en œuvre et quelle en est la raison? Ou au contraire, y a-t-il des travaux complémentaires que la commune a souhaité réaliser d'initiative? 5e question, ne doutant pas un instant de la présence de lignes de bus ou de charrois des agriculteurs, ne doutant pas que la présence de lignes de bus ou du charroi des agriculteurs sont des éléments bien intégrés au projet, mais y a-t-il des riverains qui se verraient impactés par les aménagements projetés? Le cas échéant, ont-ils été informés, concertés? 6e question, pouvez-vous nous communiquer un planning réaliste des travaux? Et dernière question, quel sera le budget consacré à ces travaux? Voilà. Écoutez, je vais commencer à répondre. Donc en effet, comme vous l'avez bien dit, le 16 avril 2020,
travaille quand même sur la voyez. Et en avril 2021, en avril, alors, il y avait plusieurs suggestions au niveau du rapport du SPOE, mais ça vous pourrez en avoir connaissance, hein, on n'a rien à cacher, de toute façon on ne peut rien cacher, on ne cache rien. Mais la réalisation des travaux, de fait, était prévue normalement en octobre 2021. Pourquoi en octobre 2021? Parce qu'il fallait qu'on réalise les travaux d'asphaltage au niveau du stocké, où il y a une toute nouvelle voie. Donc, on ne saurait pas faire le marquage au sol, évidemment, tant qu'il n'y a pas de... tant que l'asphaltage n'est pas terminé. Donc, tout ça, les marquages au sol ne se font pas par la commune. Donc, et malheureusement, on ne fait pas les marquages en hiver. Donc maintenant, nous sommes ici au printemps 2022. Et je dois vous dire, je vais peut-être répondre un petit peu séparément aux questions, pas une après les autres. En toute logique, mais être réalisé, doivent être réalisés pour fin juin de cette année. Ça, c'est pratiquement sûr et certain. Voilà. Je vais être prudent dans les dates, mais normalement, ça devrait être fait. Les radars, ils sont commandés depuis très longtemps. Ça, je peux vous le dire. Et ils manquent, on ne les reçoit pas. On attend, on va vous demander, ils n'arrivent pas. Problème de fourniture, je ne sais pas, ou de pièces électroniques, aucune idée, mais en tout cas, les radars, on ne les reçoit pas. Il y en a 2 qui sont prévus au niveau du voyer, et 3 chicanes sont prévues également au niveau du voyer. On pourra peut-être, M. Parent pourra peut-être vous parler de l'emplacement exact de ces chicanes. Il y en a 2 qui seront prévus au stocké et 2 à Nivzeba également, parce qu'on en a profité pour faire un petit peu plus. Et je disais le marquage routier. Vous demandez si on a fait la totalité des remarques qui étaient faites dans le rapport du SPV. Nous avons pratiquement fait toutes les remarques qu'ils nous ont demandées, sauf peut-être quelque chose qu'on ne va pas faire, en tout cas dans l'immédiat, c'est la réalisation des quais de bus. Parce qu'on devait les faire pour faire des chicanes, et ce n'est pas si évident de faire des chicanes avec des quais de bus. Et voilà, on a décidé de mettre ça pour le moment de côté, mais les chicanes, elles seront faites. Ça, de toute façon, donc le système de ralentissement. La police, on n'a pas vraiment un rapport de la police, mais moi j'en ai parlé lors des collèges de police avec la zone de police. La police est toujours très, je ne vais pas dire, très réservée quant à l'utilité de systèmes de ralentissement, style chicane, style, etc. Parce qu'on remarque dans la pratique que les chicanes, elles fonctionnent quand il y a de la circulation, mais quand il n'y en a pas, les gens roulent toujours aussi vite. Quand vous voyez qu'il n'y a pas de personne devant vous, qui se mettent au milieu ou en zigzag entre les chicanes, et voilà. Donc, de ce côté-là, il y aura de toute façon, mais on va les faire, on va les réaliser. Hein. Normalement, ça devrait être fait pour fin juin, comme je le disais tout à l'heure. Alors, il y avait dans les autres questions. Le budget, tout ça. Le budget, on est déjà pour l'instant pratiquement à 50 000 €. Le budget pour les travaux qu'on va effectuer. Alors, oui, le planning c'est fait. Alors, au niveau des agriculteurs et au niveau des riverains, des remarques particulières, normalement, personne ne doit être impacté par ce système de chicane parce que les tracteurs seront passés également, etc. Donc voilà. Je ne sais pas, Michel, si tu as quelque chose à rajouter. Peut-être quelques précisions, peut-être, pour répondre aux questions. Donc, la première question, c'était les radars préventifs. Donc, il faut savoir que les radars préventifs ont été mis au budget normalement 2022, parce qu'on a attendu d'avoir le rapport du SPV, évidemment, pour voir si on pouvait mettre tous les obstacles, etc., pour le mettre. Comme on a eu le rapport du SPV le 27 avril 2021, c'est à partir de ce moment-là qu'on a pu lancer les marchés publics, sauf les radars, évidemment, puisqu'il fallait que le budget soit prévu au budget 2022 pour pouvoir les commander ou en tout cas envoyer les solutions. Donc ce qui a été fait, ça a été attribué par un marché public de la province et on en a commandé 6 et qui sont toujours en attente de les avoir. Il y a rupture de stock apparemment, comme dans tous les autres objets électroniques.
faute de pièces. Bon, ça c'est dû certainement au Covid, maintenant c'est l'Ukraine. Bon, c'est tout le temps là que je pose. Mais bon, elles peuvent arriver demain, comme elles peuvent arriver dans un mois, dans 2 mois. On les attend, ils sont commandés, ils sont attribués, voilà. Donc on voulait en mettre un, vous voyez, il y en aura 2, donc il y en aura un de chaque côté, vous voyez. Concernant les chicanes, c'était prévu de faire une chicane à hauteur des arrêts de bus, en faisant un quai d'arrêt de bus, mais ça nous a été déconseillé aussi bien par la police que par les autres instances, et notamment le SPW. Et alors, il faut savoir aussi que quand on fait un quai de bus, c'est tout un arrangement avec le TEC, et il faut parfois des années pour tomber d'accord sur un projet, etc. Donc on a préféré mettre en place 2 chicanes, donc une en face du 50A, je pense, et une devant le 46 ou 46A, ainsi qu'un rétrécissement du pont qui passe au-dessus du rue du Passage, près du Grand Passage. Donc ça, ce sont les chicanes pour le loyer. Il y en a 2 prévues sur la Nibzeba, et il y en a 2 prévus aussi à stocker. Alors, pour ce qui est des marquages au sol, là c'est un autre problème, parce que là aussi, il fallait qu'on attende les résultats du SPW, qui eux nous avaient conseillé de faire un marquage au sol pour marquer le bord effectif de la chaussée, sur une distance où il y avait des maisons. Nous, on a choisi de faire carrément depuis la nationale 640 jusqu'au rue du Passage, et de rue du Passage jusqu'au rappel. Donc il y a à peu près 6 km de deux côtés, et de les mettre en laissant une route de 5 mètres de large. Ce qui veut dire que la route, partout vous voyez et à stocker, va être rétrécie, et la ligne blanche. C'est 6 mètres actuellement, j'imagine. Presque. Quand on est allé, les riverains nous ont vu quand on est allé pour voir l'emplacement des chicanes. On a discuté avec les riverains, parce qu'il fallait aussi que ça ne gêne pas la sortie des cours, etc. Et c'est à ces 2 endroits-là qu'on a trouvé que c'était le mieux de mettre des chicanes. Bon, ces chicanes vont être installées, pour une petite anecdote, je peux vous dire que normalement, le service de travaux allait les placer la semaine passée, mais moi je leur ai dit non, on ne va pas, parce qu'il y a l'interpellation citoyenne, donc on a tardé le placement. Ça n'a pas de sens d'aller les placer alors qu'il y a l'interpellation citoyenne. Mais tout ça sera passé pour le. Et c'est quel type de matériel? Pour le mois de mai, à se remplacer, mais ce sera. C'est quel type de matériel, les chicanes? Dans un premier temps, ce sera, comme toutes les communes font, ce sera des chicanes provisoires, à laisser pendant quelques mois, parce que peut-être que quand on va les installer définitivement, il faudra peut-être reculer d'1 mètre ou les avancer de 3 mètres. Donc autant de les mettre provisoires pendant un temps d'essai, ce sera le premier, ce sera en plastique, des bordures rouges et blanches en plastique, avec la signalisation, avec la flèche pour éviter l'obstacle, avec tout réfléchissant jaune. Donc ça c'est pour les chicanes. Bon, les radars, je l'ai dit aussi, la ligne blanche aussi, et alors il y aura aussi 7 priorités de droite qui seront munies, il y en a déjà qui ont été faites, du signal B17, parce que dans toutes les mesures qu'on prend, c'est celle-là la plus efficace. Ça c'est prouvé partout. Quand il n'y a pas de signaux priorité de droite, bon, les gens roulent vite, tellement vite. Une fois qu'il y a un signal priorité de droite, rien à faire, le réflexe c'est de freiner. Parce qu'on ne sait jamais qui peut arriver de droite, surtout dans les routes de campagne. Donc ça, c'est une chose qu'on va faire. On a déjà fait certains panneaux, mais je pense qu'ils ne sont pas encore tous faits. Oui, il y en a déjà 2 qui avaient été passés. Oui, mais il y en a 7 dans le loyer et il y en a 6 dans le stocké. Donc tous ces panneaux-là vont être mis aussi. Et alors, le seul problème qu'il y a, c'est pour le traçage des lignes. Bon, comme je l'ai dit, comme Mess l'a dit, il fallait d'abord qu'on attende que la route soit refaite dans le stocké. Ça, c'est d'aller faire une ligne gauche, puis on mettre de la barre dessus. Et cette route a été terminée au mois d'octobre. Donc, ici, on était au mois d'avril.
Le problème qu'il y a, c'est que comme on a profité de faire plusieurs points, et pas rien que le loyer, on a dû refaire, on doit refaire un appel à soumission parce que le budget est beaucoup plus lourd. Donc ici, la soumission va pas partir et il faut compter en 3-4 mois pour l'attribution. Donc les lignes devraient arriver normalement au mois de septembre si tout va bien. Mais elles seront faites cette année, ça c'est certain. Voilà. C'est lui qui l'a dit. Tout ce que je peux vous dire maintenant, je vous dis, bon, j'assume totalement cette part, mais le service de travaux, lui, n'est en rien responsable parce que après le Covid, c'est les inondations. Normalement, il y a certains travaux qui devaient se faire donc, en automne 21. Mais le 14 juillet, vous savez comme moi, il y a eu des inondations. Tous les services de travaux ont tous détournés vers là, même dans les villes et les communes voisines, le samedi et le dimanche. Donc tout a repris un retard terrible et ils sont toujours en train de travailler sur les inondations pour l'instant. Donc automatiquement, tout a été retardé, étant donné que ce n'était pas prioritaire, vraiment d'une urgence absolue. Hein. Mais normalement, cette année, tout sera fait dans le loyer, à stocker et à l'user. Voilà. Ok. Bon. Oui, c'était combien le 55, 46 C'est au 50 devant le 50A et le 46 le 46 A. Je ne sais pas le mettre. C'est indiqué sur la clause. Du loyer, il y a le rétrécissement. On a reçu un courrier de la commune, enfin, très réactif d'ailleurs, puis c'est sorti dans la presse où on dit c'est déjà au budget, ça devrait être au budget 2021, les radars sont déjà prévus, etc. Donc c'est pour comprendre un peu notre sentiment d'oubli. Non, mais j'imagine bien, on aime bien de le rappeler quand même. Vous voyez que depuis le 27 avril, la décision du collège. C'est 2 ans, Jusqu'au 29 mars, c'est la place du SPW, il y a pratiquement un an. Hein. Ouais. Mais on avait voulu. Mais déjà en octobre, vous disiez que c'était. Mais on voulait le faire avant. L'article fait transparaître que c'était déjà ficelé, c'est ça. Non. Les rendez-vous avec le SPW étaient reportés à 3 reprises, parce qu'il n'y a pas de réunion, pas de présentiel, pas de couvert de voiture. Et c'est seulement au mois de mars 2021 que la dame est venue du SPW. Je vais dire, pour clôturer, on a quand même reçu des témoignages, parce qu'à la base on faisait pour nos enfants, mais on a reçu des témoignages de personnes âgées, ça nous a choqué aussi, qui disaient ça fait des années que je ne sors plus depuis que tous ces gens vont verniser par le loyer, c'est terrible, c'est vraiment blessant de voir ce genre de témoignages. On va déjà faire tout ça. J'espère que tout sera fait cette année. Nous aussi. Et les chicanes, à mon avis, d'ici le 15 jours, 3 semaines, elles seront en place. Mais provisoirement, je vous ai dit, avant de fixer vraiment, de bétonner, maçonner, tout sur la rue, ce sera après quelques mois d'essai pour le rendre. Merci beaucoup. Voilà, merci. Bon, nous allons passer aux divers, si vous en avez. Didier, tu as des divers? Oui, je voulais poser 2 questions. Tout d'abord, pour connaître l'état d'avancement pour les bornes de charge pour voitures électriques, qui est au parking de covoiturage au-dessus de Solwasser. Elle est en cours d'installation depuis des mois. Et j'ai bien parce qu'on va dire. Oui, donc je ne voulais pas dire, mais je voulais savoir où ça en est et si ça va se développer. Bon, écoute, je ne saurais pas te répondre comme ça parce que ça fait tellement longtemps, honnêtement, que ces bornes électriques, qu'on est en demande de raccordement, etc. Je pense que c'est Résa qui a une de Résa pour que ça bouge. On m'a dit que ça allait être fait, ce n'est toujours pas fait, donc on va encore essayer de relancer Résa, mais normalement tout est en place, tout est bon, il n'y a vraiment plus qu'un petit raccordement de Résa à faire. Mais compliqué, hein, Lydie. Oui, mais oui. Insister. Bon, on fait que ça. La deuxième question, on a pu lire dans un compte rendu du collège qu'il y avait un plan d'aménagement du stationnement au centre de Solwasser. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose à info? Le stationnement sur Solwasser, il s'agit de 5 emplacements de stationnement qui sont situés près de la maison de directeur d'école, où on a déjà fait les aménagements, je ne sais pas si vous l'avez vu.
On a fait un accotement pour le piéton qui vient depuis la route de Carrefour-Bois, qui passe devant le bord là, et qui longe la maison pour aller jusqu'au passage piéton. Donc tout ça est protégé maintenant. Et alors devant les poteaux et les chaînes viendra 5 emplacements de stationnement. Et c'est ça qui est prévu aussi dans les marquages où nous sommes, par une société, ça est compris dedans aussi. Merci. Voilà. Vincent. On avait la même question Voilà. que vous posez sur justement l'emplacement, ce qu'on avait vu dans le collège. Nous n'avons pas d'autres questions. Je ne dis pas pour l'instant, pas sur cette séance. Ben voilà. Bien. Merci à toutes et à tous et rendez-vous le mois prochain pour le prochain conseil communal. Merci.